Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu que nous enregistrons exceptionnellement. Vous le voyez évidemment avec les images autour de moi sur le site du Grand Est Open 88 à Contrexéville. Nous accueillons quelqu'un que le sport est loin de laisser indifférent, le député fraîchement réélu dans cette 4e circonscription des Vosges, Jean-Jacques Gaultier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, je ne peux pas me passer de cette question. On est dans un contexte hyper sportif. C'est vraiment quelque chose qui vous a que vous avez toujours suivi, que vous pratiquez également. Vous êtes un sportif, on peut le dire, devant la télé, mais aussi en pratiquant. Oui, moi j'ai toujours aimé le sport. D'abord parce que le sport, c'est l'école de la vie. C'est le dépassement de soi, c'est le respect de l'adversaire, c'est l'esprit sportif, le fair play. Ça fait partie aussi de ces activités qui permettent de rassembler un nombre considérable de personnes dans un stade qui viennent d'horizons complètement différents. La mixité sociale. Hein, voilà, la mixité sociale, la mixité générationnelle. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui sont capables de rassembler autant de personnes que le sport ou que la culture également aussi. Alors, on n'est pas sur une émission de sport, ça sera Nicolas Brédard tout à l'heure qui vous fera vivre tout cela. On va voir sans doute quelques images d'Elsa Jacquemot. Une des attractions de ce tournoi, vous allez la voir, c'est Vincent Louis qui va s'en occuper. Mais nous, on va parler politique immédiatement, évidemment, avec l'actualité la plus proche, la plus chaude, Jean-Jacques Gaultier. Donc, ce remaniement ministériel qu'on vient d'apprendre avec un Emmanuel Macron qui revient à ses bases, j'ai envie de dire. Comment vous interprétez ce remaniement ? Alors la politique, c'est effectivement du sport aussi. Et je dirais que là, ce remaniement, on voit qu'Emmanuel Macron, finalement, il joue sur la défensive. Et il ne fait pas tellement preuve d'imagination. Je trouve que c'est un gouvernement qui, loin de pratiquer l'ouverture, est plutôt resserré. Est-ce qu'il avait le choix ? Est-ce qu'en ouvrant, déjà, je pense que votre famille politique, par exemple, a refusé cette main qui aurait pu être tendue, mais est-ce qu'il avait d'autres choix que celui-là ? La main tendue ou le poing tendu, ce n'est pas tout à fait pareil. On est le 4 juillet. Je rappelle qu'il y a moins d'un mois, M. Macron soutenait nos adversaires aux législatives. Il était en photo sur les professions de foi de nos adversaires il y a moins d'un mois. Bon, donc moi j'ai toujours dit dans la campagne que je n'étais pas soluble dans le macronisme comme le sucre dans le verre d'eau. Et je prônais une opposition responsable, mais une opposition. Je suis un député d'opposition en toute indépendance et je pense que ça correspond bien à l'esprit de la démocratie parce que la démocratie, ce sont des contre-pouvoirs et c'est le pluralisme et certainement pas un grand parti unique. Donc ça veut dire que cette reparlementarisation dont on parle beaucoup vous convient et est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pays ? C'est comme ça que vous l'interprétez aujourd'hui ? Ça peut et ça doit être l'occasion d'un rééquilibrage, d'une réorganisation des pouvoirs, notamment entre l'exécutif et le législatif. On avait eu sur les 5 dernières années, sur le précédent quinquennat, un exécutif vraiment prédominant. C'était la vision jupitérienne de l'exercice du pouvoir, qui était, en tant que député, assez désagréable. Un Parlement qui était oublié, court-circuité, méprisé. C'était souvent des ordonnances, des 49.3, des décrets. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, parfois même des conseils de défense. Voilà. Donc là, c'est juste plus possible. Le gouvernement ne pourra pas se comporter de la même façon, sinon ça ne passera pas. Donc il va falloir remettre en avant le rôle du Parlement et donc des oppositions. Et là, je pense que le groupe Les Républicains a un rôle à jouer dans ce cadre-là en tant qu'opposition responsable. Ça n'a échappé à personne qu'il va falloir effectivement trouver des compromis. On va revenir sur votre propre réélection. Quel message vous avez entendu de la part des électeurs avec cette réélection serrée ? On se souvient que vous aviez 1500 voix de retard après le premier tour. Vous êtes repassé finalement pour ce 4e mandat. Quel message vous avez entendu de la part des électeurs de la Plaine ? Alors, j'ai toujours su derrière la présidentielle que l'élection ne serait pas facile, puisque Marine Le Pen a fait 56% sur la circonscription à la présidentielle. Bon, on arrive aux législatives à renverser la tendance, à renverser la table et à faire 52%. Mais on partait de 70% Rassemblement national. Vous attendiez à ce duel d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même d'autres candidats, un candidat macroniste, candidat NUPES. Est-ce que vous attendiez à être opposé au candidat du Rassemblement national ? Alors, je vais être franc avec vous, Jean-François. Avant la campagne, non. Mais pendant la campagne, oui. J'ai vu vraiment les choses, un changement de ton. Et moi, j'ai dit à mes collègues et aux élus que je connais bien, vous verrez, ce ne sera pas Franqueville, ce ne sera pas La République En Marche, Christophe Laurent, ce sera RN et NUPS.
on voyait bien effectivement la montée des deux extrêmes. Que vous mettez sur le même plan, franchement, ça a été un des grands débats d'après cette séquence électorale. La NUPES reprochant quand même aux élus de droite de mettre cette coordination, cette union de la gauche sur le même plan que le Rassemblement national. Alors bon, moi je suis pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points. Je remarque simplement que la France Insoumise ou le RN ont en commun une certaine vision démagogique et polémique de la politique. Ouais, mais il y a le Parti socialiste à la NUPES, il y a aussi Europe Écologie Les Verts. Il y a pas sauf que le Parti socialiste, très honnêtement, a avalé son chapeau. Moi, je lui demanderais quel goût a son chapeau, parce que ils ont renoncé à ce qui faisait parfois leur âme et l'essentiel de leur projet. Donc, sur le fond, la France insoumise a imposé ses vues, ainsi que sur les circonscriptions, puisque les 3/4 des circonscriptions ont été attribuées à la France insoumise. Donc, on voit bien d'ailleurs les remarques désabusées, pour ne pas dire plus, de certains membres historiques du PS, et non des moindres. Je pense à l'ancien président de la République, François Hollande, je pense à l'ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui ont dit qui ne se retrouvaient pas dans cet accord et dans cette vision des choses. En fait, même dans l'accord, je ne sais pas combien de temps ça durera, puisque dans l'accord des NUPS, il y a une petite ligne pour dire qu'ils sont d'accord pour ne pas être d'accord, finalement. Sachant que chacun a son groupe en plus à l'Assemblée nationale, voilà. Évidemment. Ouais. Alors, on va parler un petit peu, on va voir quelques images, puisqu'on vous a suivi les 4 députés vosgiens du côté de l'Assemblée nationale, avec un nouveau venu, donc David Valence. Est-ce qu'il y aura une sorte de consortium des députés vosgiens? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce qu'il peut y avoir un travail en commun de parlementaires vosgiens, parlementaires d'un territoire? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Alors, le national, c'est le national. Mais dans les Vosges, il y a quand même toujours une certaine habitude, et je souhaite que ce soit encore le cas, que l'ensemble des parlementaires la jouent collective et travaillent ensemble dans l'intérêt général du département. Donc Jean-Jacques Gaultier, David Valence vont travailler ensemble avec Stéphane Viry et Christophe Neglen. D'ailleurs, entre parenthèses, je rappellerai que si j'ai pas beaucoup entendu La République En Marche entre les deux tours se désister en ma faveur sur la 4e circonscription, ni la France Insoumise, je rappellerai qu'en ce qui me concerne, j'ai très clairement appelé à voter pour le 2e tour pour David Valence, contre le Rassemblement national, qui en plus était parachuté. Voilà. Donc j'ai été très clair entre les deux tours en ce qui concerne David Valence. Donc les dossiers vosgiens seront gérés par le Quatuor. Les dossiers vosgiens doivent être soutenus par le bloc des députés vosgiens. On parle de sport, il y a un pack là à faire jouer, et il faut la jouer collectif, et que ce soit pour les trains, que ce soit pour les hôpitaux. Voilà, ces dossiers concrets doivent être défendus par les 4 députés et les 2 sénateurs. Alors on va parler des dossiers les plus chauds. On a cru comprendre que le gouvernement voulait passer peut-être dès la fin de semaine une loi sur le pouvoir d'achat. On va rentrer dans le concret. Ça sera le premier moment où on verra si l'opposition applique ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'opposition, les Républicains en l'occurrence, au cas par cas. Ça sera comme ça que ça va se jouer. Sur le pouvoir d'achat, a priori, d'après ce que vous pouvez en savoir, est-ce que... Alors, le pouvoir d'achat, à mon avis, c'est clairement la priorité là, de cette session extraordinaire. Il va y avoir un conseil des ministres mercredi matin où le projet de loi du gouvernement sera présenté. Donc, les députés et les républicains n'ont pas attendu, puisqu'on a écrit à Elisabeth Borne, la première ministre, pour lui faire part de nos attentes. Grosso modo, il y a 3 points qui nous tiennent à cœur. Il y a l'action sur les carburants, qui est primordiale, notamment sur les territoires ruraux, parce qu'on annonce une inflation à 6% au niveau national, mais sur les territoires ruraux, vous pouvez rajouter facilement 1 ou 2 points de plus, à cause justement du poids des carburants dans des territoires comme les Vosges. De rouler, bien sûr. Donc nous, on a clairement souhaité limiter cette hausse du prix du carburant, pour la limiter à 1,50 € le litre. Je rappelle qu'on est quand même à 2,10 € en ce moment, et 1,50 € c'est déjà énorme, c'est ce qui avait déclenché la crise des Gilets jaunes à l'époque. Mais il faut bien se dire, je ne vois pas pourquoi l'État s'enrichirait sur le dos des Français. Je rappelle que l'État encaisse par la fiscalité
la TVA, la TICPE, l'État encaisse 60% du prix d'un plein. Quand vous faites un plein à la station-service, il y a 60% de ce prix qui part directement sur l'État. C'est sûr. Après, on peut espérer quand même c'est de l'argent réinvesti sur l'école, sur la santé, etc. Bien sûr. Oui, mais c'était le cas déjà à 1,50 €. Et là, avec des tarifs à plus de 2 €, on voit bien que l'État encaisse des recettes supplémentaires. Donc, c'est une mesure qu'on a amorti chiffrée. sans doute le quoi qu'il en coûte, hein, clairement, avec le... Oui. Mais je pense que là, à un moment donné, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. On va tendre jusqu'où comme ça? Nous, on a fixé clairement une limite à 1,50 € qu'on a chiffré d'ailleurs à un coût. Alors le coût est variable en fonction du prix du pétrole, mais on était sur un chiffrage aux alentours de 15 milliards d'euros. Il y a ensuite un autre point important sur le pouvoir d'achat, c'est qu'il faut que le travail paye plus, il faut rémunérer davantage le travail. Donc je pense là aussi en baissant les charges. Et puis ça vaut aussi pour les indépendants. Et je crois qu'en ce qui concerne, il ne faut pas oublier les classes moyennes, parce qu'aujourd'hui le gouvernement est dans une logique de distribution de chèques. Bon, sauf qu'il ne traite pas la cause. On a tellement d'impôts, de taxes et de prélèvements en France, on est numéro 1 en Europe, qu'ensuite on en vient à distribuer des chèques. Moi, je pense qu'il faut moins de taxes et moins de chèques. Donc, on ne sait pas encore, vous attendez de voir vraiment le texte tel qu'il est pour... Voilà. Nous, on n'a pas attendu effectivement la présentation du texte mercredi en Conseil des ministres. On a écrit à Elisabeth Borne pour lui donner nos priorités, telles que je viens de vous les rappeler. Prix des carburants en limite à 50, la revalorisation du travail, que le travail paye davantage en baissant les charges, et également revalorisation des pensions de retraite. Je rappelle que le précédent quinquennat Macron avait alourdi de 22 milliards les pensions de retraite par la hausse de la Donc il faudra CSG. cocher toutes les cases pour que vous votiez ou est-ce que... Ah oui, il y a pas le vote des Républicains n'est pas acquis. Nous verrons ce qui sera répondu. On a défini des priorités, on a également des lignes rouges. Et donc, on verra, en fonction du texte qui sera proposé, si les amendements sont pris. Tout dernier mot, vous avez 58 ans, votre 4e mandat, Jean-Luc Gaultier, il nous reste 30 secondes. Pour vous, c'est votre dernier mandat ou vous vous inscrivez encore dans une durée? On sait qu'il y a des ambitieux au sein du Républicain, du côté de Neufchâteau par exemple. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous définissez ce mandat-là? Le mandat ne fait que commencer, donc je ne vais pas envisager la fin. On va prendre les choses par le début. Moi, je ne me fixe pas de date butoir. Aujourd'hui, non seulement j'ai l'envie et l'énergie de m'investir dans mon mandat, il y a énormément de projets, énormément d'investissements qui sont en cours. Il y a le ministre des Transports qui vient d'être nommé. On va caler un rendez-vous pour aborder la question des dessertes ferroviaires avec lui. Il y a les dossiers des hôpitaux. Pas David Valence, puisque son nom avait circulé. Non, ce sera Clément Beaune. Et puis, il y a les dossiers du tourisme et du thermalisme, qui sont des dossiers à court terme, 2022, 2023, 2024. On va présenter cette semaine, Jean-François, un projet très important sur la station thermale de Vittel. D'autres stations thermales ont des projets également, c'est le cas à Contrexéville. Mais on aura... Ça sera présenté au conseil municipal jeudi soir. Jeudi, et ce sera certainement un des plus gros projets français et européens en matière de thermalisme qui verra le jour sur l'Ouest vosgien. On y sera. Jean-Jacques Gaultier était notre dernier invité de la saison. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à nos équipes de nous avoir suivis toute la saison. On se retrouve dès le mois de septembre pour de nouveaux entretiens politiques. Merci à vous. Merci.